bienvenue et bonjour, rebonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle table ronde consacrée à l'efficacité énergétique et la décarbonation. J'ai le plaisir alors d'accueillir, pas tout le monde malheureusement, il y a eu un... Je suis vraiment désolé là-dessus. Lui aussi l'est également, très sincèrement, Jérôme Lescure, donc PDG de Néophore, entreprise qui transforme le bois, entreprise bien connue du secteur en Lozère, voilà, donc n'a pas pu se déplacer. En revanche, il m'a quand même formulé quelques réponses que je prendrai soin de retranscrire tout à l'heure, et ça va permettre aussi de lancer un peu le débat sur ces différentes questions portant sur l'efficacité énergétique et la décarbonation. En tout cas, j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord Christophe Guillet, donc responsable développement industrie chez NJ Solutions, qu'on ne présente plus évidemment. Voilà. Et puis je vous demanderai ensuite de vous présenter un peu plus en détail. Et Maxime Develay-Maurice, donc de l'ADEME, référent décarbonation de l'industrie chez l'ADEME, donc l'Agence nationale de la transition énergétique. Donc merci. Oui, écologique plutôt, transition écologique. Merci de me reprendre des termes qui ont évidemment toute leur importance. Alors tout d'abord, je vais vous demander chacun de vous présenter, savoir qui vous êtes en quelques mots, votre rôle et la fonction de votre société, de votre organisme. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je travaille effectivement à l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique. Donc l'acronyme, c'est autre chose, c'est un terme qu'on s'est donné. Et donc moi, je travaille spécifiquement sur la région PACA, Corse et Outre-mer. Donc la plupart des industriels de la région, ici, j'ai l'occasion d'échanger avec eux au quotidien, donc sur leurs projets de décarbonation. Mais pas que, c'est-à-dire qu'ils n'en sont pas tous à l'étape d'investissement. Il y en a beaucoup qui en sont au tout début. Donc c'est embaucher des gens, lancer des études. Et puis vraiment l'étape finale, c'est lancer un projet d'investissement, avec Engie par exemple. Christophe Guillet. Alors bonjour à tous et à toutes. Donc Christophe Guillet, donc moi je travaille chez Engie. Dans une branche qui s'appelle NJ Solutions. On ne va pas vous faire l'historique d'Engie, mais c'est un groupe qui a différentes activités. Donc la nôtre, on propose des solutions à l'énergie, comme son nom l'indique. Moi, je suis responsable commercial. Je m'occupe du marché industrie sur l'arc méditerranéen, pour faire simple. Pour être concret, dans notre jargon, on est donc en charge du développement du marché et on s'adresse à l'ensemble des industriels de la région pour les aider à décarboner leurs fluides, leurs énergies, évidemment associer également à cette démarche toute la partie efficacité énergétique. Voilà. Avant de commencer cette table ronde, peut-être un chiffre qui illustre selon vous l'urgence de décarboner l'industrie. Je vois que pour Jérôme Lescure, en tant que chef d'entreprise, c'est assez pragmatique. Donc le coût de l'énergie est devenu incontrôlable. Entre 2022 et 2023, il a triplé. Entre 2021 et 2022, il a doublé. Ce qui était un facteur de compétitivité de la France devient aujourd'hui un handicap. Est-ce que vous partagez ce même ressentiment ou est-ce que vous avez aussi un autre point de vue, un autre chiffre à donner ? Si, ça c'est sûr, ça c'est les conséquences. Après, pour un industriel, c'est le coût de production qui est évidemment prioritaire. Un autre chiffre aussi, c'est peut-être l'objectif que s'est donné la France en matière de décarbonation. Donc c'est 80% de baisse des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 pour l'industrie. 80% en moins, c'est énorme. Quand on pense que certains projets, si on prend les projets de décarbonation des sites un à un, ça va faire une dizaine de pourcents d'amélioration à chaque fois. On se rend compte que d'en faire 8, il faut trouver les technologies, trouver les financements. Quand on prend le temps de regarder ce qu'on est capable de faire d'ici 2050, on se rend compte que pour beaucoup d'industries, ça va être très compliqué. Et donc il faut se lancer dedans dès maintenant. Et peut-être un deuxième, c'est toute la chaleur fatale. Donc c'est la chaleur qui n'est pas utilisée, en gros, c'est issu d'une combustion mais qui n'est pas valorisée derrière. Donc c'est 10 TWh par an qui ont été identifiés aussi. Donc, voilà.
Alors, un autre chiffre, j'ai cherché en fait le chiffre, hein, ça m'a travaillé, ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai donné comme chiffre? En fait, on va parler aujourd'hui là, donc efficacité énergétique, décarbonation. Je dirais le chiffre 100 comme 100%. En fait, toutes les solutions qu'on va balayer, discuter aujourd'hui, elles s'adressent à 100% des industriels qu'on connaît. C'est pas réservé aux petits, aux moyens ou aux gros. C'est pas réservé à un secteur d'activité plus qu'à un autre. Ça concerne tout le monde. Après, c'est pas les mêmes solutions. Elles sont plus ou moins faciles à mettre en œuvre en fonction des profils de clients qu'on peut avoir. Mais en tout cas, elles s'adressent à 100% des industriels. D'accord. À quel moment, d'autres questions, à quel moment avez-vous pris conscience de la nécessité de réduire la consommation d'énergie? Alors pour vous, ça va être évidemment les PME avec qui vous travaillez, enfin les PME, les entreprises pardon, avec qui vous travaillez. Chez Engie, ça va être les entreprises également que vous accompagnez. Chez Néophore, en 2019, la réponse de M. Lescure, quand nous avons travaillé sur notre projet de nouvelle usine de panneaux à Mende, donc en Lozère, dès la conception, nous avons mis l'énergie au cœur de nos préoccupations. Est-ce que c'est une démarche que vous rencontrez également voilà. Oui, alors déjà, je vais répondre personnellement. Avant de travailler à l'ADEME, je travaillais dans l'industrie. Et c'est vrai que j'ai la chance de commencer mes études et mon parcours professionnel au moment où le sujet des énergies commençait à monter. Donc forcément, quand on cherche un cursus, on cherche quelque chose qui va durer pendant longtemps. Et voilà, donc j'ai eu cette chance-là. Mais c'est vrai que pour les industriels, Monsieur Lescure l'a dit dans la première réponse, c'est-à-dire qu'en 2021, alors sur la décarbonation, il y a vraiment une flambée du prix de la tonne de CO2 qui stagnait entre 10 et 20 euros la tonne. Et donc avec le paquet Fit for 55 européen, donc qui a annoncé des baisses des quotas CO2, etc. et le marché aux frontières du CO2. Donc le prix est passé à 80-100 euros la tonne de CO2. Et donc pour des gros industriels pour qui le CO2 n'était pas important dans le coût de production, ben, tout de suite ça fait bizarre. Et la deuxième flambée, c'est en 2022, l'année suivante, sur les énergies, donc, qui est tirée par la crise du gaz. Voilà. Et donc forcément, je vais répéter ce que disait M. Lescure, mais il a raison. Donc c'est ce qui était un levier de compétitivité pour beaucoup, ça s'est intensifié quand le coût des énergies et du CO2 représentait quelques pourcents dans la facture totale, passe à entre 10 et 20%, forcément ça devient un poste prioritaire. Alors, chez nous, Engie Solutions, la notion d'efficacité énergétique, d'économie d'énergie, c'est un peu inscrit dans nos gènes. C'est-à-dire que ça fait très longtemps qu'on travaille sur ces sujets-là. Pourquoi? Parce que quand on veut exister par rapport à un client industriel, il faut qu'on puisse lui apporter de la valeur. Et la valeur qu'on apporte, notamment, c'est d'arriver à garantir ces fameuses économies d'énergie au travers des actifs qu'on va opérer et exploiter le mieux possible. Ce qui est nouveau, et donc ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans que ça existe. Ce qui est nouveau, c'est la notion de décarbonation, qui est beaucoup plus récente, me semble-t-il. Alors, avec l'ADEME, les premiers projets de décarbonation datent de 10-12 ans maintenant. Je réfléchissais en venant, il y a une vraie accélération, je pense, avec la COP 21 qui a eu lieu en France. Alors, je ne sais plus, c'était quand exactement, mais 2015. 2015. Où là, il y a eu une vraie accélération de ces projets-là. On a commencé à parler de chaleur fatale, par exemple. On en parlait très peu jusqu'alors, alors qu'il y a un vrai gisement, Maxime l'a dit. Donc ouais, l'accélération, et c'est passé depuis 2015. Et puis évidemment, là, c'est accentué avec ce qui s'est passé l'an passé sur les marchés des énergies. Mais on sent que la dynamique, c'est une dynamique de fond. Notamment, pour terminer là-dessus, c'est que alors moi qui m'adresse à des industriels, aujourd'hui, mes clients m'expliquent que leurs clients, c'est-à-dire les clients de mes clients, leur demandent de faire des choses, des efforts, de participer à l'effort de guerre. Et donc quand un industriel voit son propre client lui suggérer à l'oreille qu'il va falloir faire quelque chose, forcément ça fait bouger les lignes. Notamment des grands donneurs d'ordre qui s'adressent aux sous-traitants. Justement, on reste un petit peu
sur ce sujet-là, sur la prise de conscience, à partir du moment où on pose le sujet, comment est-ce que ce sujet est perçu, à la fois par la direction, à la fois par l'ensemble des salariés de l'atelier. Chez Néophore, Jérôme Lescure explique que c'était finalement le plus complexe parce que ça nécessite plus d'investissement, mais on stabilise donc un élément essentiel, donc les coûts de l'énergie sur 15 ans. Voilà, donc on parle de rentabilité à très long terme, mais avec finalement un sujet dont on ne sait pas vraiment si ça va vraiment être rentable, je dirais. En tant qu'entreprise, on participe, on essaye de répondre à un enjeu de société aussi. Pour attirer des jeunes talents, c'est une réponse et un engagement donc, qui doivent être inscrits dans l'ADN de l'entreprise. Vous, ce sujet, qu'est-ce que vous voyez, comment est-ce qu'il est perçu finalement au sein des entreprises auxquelles vous vous adressez? C'est très variable, en fait, ça va dépendre vraiment de la sensibilité de chaque individu. On peut se retrouver avec un directeur technique qui a plus de 50 ans et qui est persuadé depuis 30 ans qu'il faut travailler sur l'efficacité énergétique, etc., mais qui n'a jamais eu les moyens, en tout cas on lui a jamais donné les moyens d'aller plus loin. Et après, il y a évidemment des jeunes qui sont peut-être un peu plus sensibles, mais je dirais que c'est très variable. Et récemment, quand même l'été dernier, je dirais qu'il y a eu une augmentation, il y a de plus en plus de gens sensibles à ces questions-là. Donc il y a eu des sécheresses, des feux très importants l'été dernier. Et également l'engagement des jeunes générations, c'est-à-dire que des gens qui travaillent dans l'industrie, ils ont des enfants, ils ont une famille qui leur demande « Et toi, qu'est-ce que tu fais pour la transition ?» Et donc forcément, ça les incite à aller plus loin que ce qu'on leur demande forcément au sein de leur entreprise. Et effectivement, c'est un levier de compétitivité pour attirer les jeunes, se sentir utile dans son travail. Donc c'est un sujet en tout cas qui est plutôt bien perçu aujourd'hui. Enfin, voilà, il n'y a plus vraiment de freins. Il faut aussi parler des freins en même temps. Alors, j'aurais de la peine à parler à la place de mes clients, mais nous déjà au sein d'Engie, il y a les convictions personnelles de chacun sur ce qui se passe et puis sur la nécessité de faire quelque chose. Chez les industriels aujourd'hui, quand je prends en référence les projets de décarbonation qu'on a pu mener, il y a une vraie fierté. Il y a une vraie fierté de dire, voilà, on contribue aujourd'hui à réduire l'empreinte carbone du site, on pérennise aussi, parce que décarboner c'est une chose, mais on ne peut pas le faire à n'importe quel prix. Enfin, on a des industriels qui sont en compétition nationale, internationale, et donc moi je connais peu d'industriels qui ne sont pas sensibles à la décarbonation. Ils disent tous, si on peut, on le fait. Simplement, il y a aussi une réalité économique, il faut en parler. Et c'est celle-ci qui souvent ramène à la réalité en disant, effectivement, la solution on l'a, mais elle n'est pas compétitive. Et donc, si on la met en œuvre, potentiellement, on se met en compétition et en difficulté par rapport à des confrères. Donc, il y a tout ça qu'il faut arriver avec ces éléments, il faut arriver à jongler. Mais de façon générale, là, on a réussi à pousser des solutions. Ouais, c'est le sentiment de fierté. D'ailleurs, les clients aiment bien faire visiter leurs références à leurs collègues ou à des prospects pour montrer que voilà, ce qu'ils ont fait doit possiblement être duplicable, quoi. Les freins, selon vous, je reste avec vous, mais les freins, selon vous, quels sont-ils, ces freins? C'est purement économique, il y a aussi la complexité de certains dossiers. Alors, oui, il y a le frein économique. C'est indéniable, je ne veux pas faire une fixation là-dessus, mais en fait, aujourd'hui, des projets, on en a beaucoup. Des projets dans l'industrie pour décarboner, pour réduire les consommations, on en a beaucoup. Et la difficulté à laquelle on se heurte, là, au moment où on se parle, c'est la prise de décision, en fait. C'est-à-dire que on met en œuvre des solutions, je le disais, des clients qui sont en compétition, donc ils ne peuvent pas décarboner à n'importe quel prix, et donc à un moment donné, ont besoin de comparer la solution nouvelle qu'on met en place par rapport à une référence. La référence, c'est quoi? C'est ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire c'est le gaz, c'est l'électricité, quoi. Et aujourd'hui, arriver à décider de solutions qui sont souvent structurantes pour un site, donc on parle d'installations qui sont faites pour durer 15 ans, 20 ans,
Et donc quand ils cherchent à comparer cette solution par rapport à une référence, ça veut dire projeter un prix du gaz, un prix de l'élec, un prix du CO2 sur les 15 ou 20 ans qui viennent, c'est juste impossible, quoi. Donc il faut faire des hypothèses, donc ils font des hypothèses et il faut prendre des décisions en fonction de ces hypothèses. Et ça, c'est hautement compliqué aujourd'hui parce qu'on l'a vu, ce qui s'est passé il y a un an. On sait dire ce qui s'est passé sur les marchés, on arrive à peu près à expliquer ce qui se passe, mais ce qui va se passer, personne ne sait, quoi. Donc c'est ça qui freine les industriels à décider parce qu'ils ont de la peine à se projeter, quoi. Maxime Develay-Maurice, c'est un petit mot aussi sur les freins que vous rencontrez. Moi, je vais répéter, mais oui, c'est le temps de retour sur investissement qui est trop élevé. En fait, alors c'est peut-être pas la même manière dans toutes les industries, mais un industriel, en tout cas un board qui doit prendre des décisions. Il y a un panel de projets qui viennent à la fois de la production, de la qualité, de la mise en conformité, et puis l'environnement, la décarbonation, etc. Et donc si le temps de retour est plus élevé que les autres projets, et ben, c'est les autres projets qui passent en premier. Donc c'est principalement ça. Et après aussi, il n'y a pas que le prix, il va y avoir aussi la complexité de mise en œuvre. Quand vous mettez un échangeur pour récupérer de la chaleur fatale sur un procédé, vous faites revenir un flux qui était parti. Et donc forcément, ça ne peut que complexifier votre process. Se raccorder à un réseau de chaleur, se raccorder à son voisin, ça n'apporte que des complexités supplémentaires, mais c'est uniquement à ce prix-là qu'on peut rendre l'outil plus efficace. Donc l'adaptation aussi industrielle, l'adaptation du process, donc aussi du temps aussi à mettre en œuvre et trouver les compétences sur place. Oui, on viendra, je pense, plus tard sur les grandes étapes, mais effectivement, c'est dédier du temps sur ces sujets-là qui est le plus important. Alors, Monsieur Lescure avait une réponse un peu différente, un peu plus polémique. Nous sommes Français beaucoup trop intelligents, évidemment c'est ironique. La filière nucléaire était une fierté, un formidable outil de compétitivité qui nous a un peu aveuglés. Et on est dans un pays où l'on aime beaucoup les infrastructures centralisées, en particulier en ce qui concerne l'énergie. Dans ce contexte, donc, il est difficile de faire émerger des alternatives éventuellement avec un peu moins efficaces mais plus décentralisées. Alors, juste une remarque là-dessus, c'est vrai, un prix d'énergie faible, c'est forcément bien pour la compétitivité. Et si on compare à l'Italie qui a l'électricité très chère depuis très longtemps, ils ont trouvé des solutions pour consommer moins d'énergie en fait. Ils n'avaient pas le choix. Il cite l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne et la Finlande, notamment l'Italie, effectivement. Ouais, voilà, ce que je veux dire, c'est que ça a été aussi un frein parce qu'on a pris beaucoup de retard sur l'optimisation des process, alors que ce soit l'électricité ou le gaz, ça va varier. Mais c'est pas forcément. Enfin voilà. La difficulté nous incite à trouver des solutions également. Vous avez chacun d'entre vous, à travers vos clients et les entreprises que vous accompagnez, mené un projet d'efficacité énergétique au sein d'une usine, ou destiné en tout cas à verdir les activités de celle-ci. Voilà, je vous demanderai de présenter un ou deux projets significatifs, selon vous, montrant que les choses sont faisables, notamment. Bon, je ne vais pas forcément en mettre un en avant, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, donc avant que Christophe peut-être en présente un en particulier, j'aimerais rappeler peut-être les grands leviers de la décarbonation, donc c'est-à-dire toutes les thématiques sur lesquelles on peut investir. Donc tout d'abord, il y a la sobriété. Donc c'est un cas concret, c'est quoi? C'est de l'éco-conception. Donc pour un même besoin avec mon produit, je vais mettre moins de matière, par exemple. Et donc ça va me générer des gains. Si je dois chauffer cette matière, forcément je vais consommer moins d'énergie. En deuxième, avec relativement peu d'investissement quand même. Ensuite, on peut avoir de l'efficacité matière. Donc ici, localement, on a un très bel exemple avec ArcelorMittal, qui a été subventionné d'ailleurs via le plan de relance par l'ADEME, donc pour augmenter le taux d'acier recyclé dans leur outil de production. Donc en gros, on vient récupérer de la ferraille qui était en déchetterie, et au lieu de l'exporter en Turquie ou en dehors de l'Europe, eh bien, on vient le réinsérer dans le process. Et donc ça va venir limiter la consommation de charbon initial, et voilà, avec tous les gains environnementaux. Ce qui était rentable par rapport au fait de revendre à d'autres pays, ou c'était par pur objectif
de décarbonation. C'était aussi un projet stratégique pour, effectivement, au plus vous rentrez dans des circuits courts, au plus vous êtes résilient aussi aux événements extérieurs, forcément. Et la flambée du prix de la tonne de CO2 également. Et ensuite, donc, juste les deux dernières thématiques. Donc, on a l'efficacité énergétique. Donc, c'était la thématique d'aujourd'hui. Je prends un exemple qui marche très très bien. C'est la recompression mécanique de vapeur qui fait à la fois des gains monstrueux en termes d'efficacité énergétique. Donc, on peut multiplier par 10 l'efficacité, concrètement. Et on passe sur un vecteur électrique qui va, en France, avec le nucléaire, réduire les émissions globales. Et en dernier, la décarbonation du mix énergétique. Et donc là, c'est par exemple la biomasse, mais pas que. On a toutes les énergies renouvelables thermiques, comme le solaire, la géothermie, la récupération de chaleur fatale, etc. Christophe, un petit mot sur un exemple ou deux. Ouais, alors je vais donner un exemple, il y en a beaucoup, hein, mais celui-ci est plutôt parlant, puis ça fait raccord avec ce que vient de dire Maxime à propos de chaleur fatale. On a, il y a quelques années, il y a 3-4 ans maintenant, avec le concours de l'ADEME, contribué à décarboner une usine qui est basée à Avignon, qui fabrique les soupes Liebig, là, vous savez, les soupes en briques. Vous verrez plus les soupes pareilles maintenant, vous allez voir. Donc c'est la seule usine en France qui fabrique, et en Europe d'ailleurs, qui fabrique ces soupes en briques. Et donc c'est des gens qui ont besoin de beaucoup de vapeur pour aseptiser, pour chauffer, pour cuire, enfin bref, c'est une grande cuisine en fait, cette usine. Donc ils ont besoin de beaucoup de vapeur qu'ils produisaient jusqu'alors avec du gaz naturel. Et donc on a, alors à proximité de cette usine, à peu près à 2,5 km, vous avez l'incinérateur des ordures ménagères d'Avignon. Vous savez, l'usine, quand vous passez sur l'A7, là, elle a un peu design. Alors c'est un design qui commence à dater, mais elle est un peu jolie là, avec ses... Enfin moi je la trouve jolie, bon. Ça se discute, mais bref. Et donc eux incinèrent des ordures ménagères, en font de la chaleur, et puis cette chaleur, aujourd'hui, elle est transformée en électricité. Et donc, le projet, qui est opérationnel depuis quelques années maintenant, donc qui fonctionne, on vient capter cette chaleur en sortie des fours, donc c'est de la vapeur, haute pression, haute température. On la transporte dans un pipe, donc un tuyau, qui est enterré, qui chemine sur les différentes communes, qui fait 2,5 km à peu près, et puis qui arrive chez l'industriel. Et donc on vient substituer finalement de la vapeur qui était jusqu'alors faite au gaz naturel par de la vapeur, de la chaleur fatale, de la vapeur qui est produite par les déchets des riverains. Et donc on a gommé la consommation en gaz naturel du site d'à peu près, ça dépend des années, de la qualité de fonctionnement de l'installation, mais de 90 ou 95% du besoin. Donc autant de CO2 en moins. Donc ça, c'est un projet qui est emblématique finalement de ce qu'on peut faire en matière de décarbonation. Alors, on ne peut pas le faire partout, il n'y a pas des incinérateurs à chaque coin d'usine, mais c'est un exemple quand même de choses qui peuvent être mises en œuvre. On a réussi à le faire parce qu'on avait un client qui était très motivé. On avait l'ADEME qui était également motivé, qui nous a soutenus, parce qu'il y a eu des hauts débats sur un projet comme ça. Un projet comme ça, pour vous donner une idée, c'est à peu près... on a mis à peu près 4 ans pour le développer, entre les premières discussions avec le client sur le principe finalement, et puis le moment où on signe le contrat et derrière on met en service, il s'est passé à peu près 4 ans. Et donc en 4 ans, la difficulté de ces projets-là, c'est qu'il faut arriver à embarquer tout le monde et faire en sorte que tout le monde reste dans le bateau, rame dans le même sens pendant ces 4 ans, jusqu'à temps qu'on arrive à conclure. Et ça, c'est long. C'est long parce que sur un cycle industriel, il peut se passer plein de choses. La vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain. Et donc, au milieu du gué, l'industriel peut vous dire, bon, finalement, ça ne va pas assez vite, j'ai une autre stratégie, j'ai d'autres enjeux, donc on arrête, quoi. Et ça, c'est aussi une difficulté qu'on rencontre parfois. Bon, là, en l'occurrence, on n'a pas eu cette difficulté. On a réussi à faire en sorte que chacun y trouve son compte et on a pu mener le projet à son terme. Donc, voilà un exemple de cas, j'ai envie de dire, concrets. Bon, il y en a d'autres, on pourra en discuter si vous le souhaitez. Il y avait notamment aussi le cas de Néophore. Vous n'avez pas travaillé directement dessus, mais finalement avec NG Solutions qui a permis finalement d'atteindre un objectif de décarbonation, d'utiliser au mieux la matière première
qu'ils utilisent le bois, hein, donc ils sont au milieu des Cévennes. Donc le bois est évidemment une ressource extrêmement précieuse que l'entreprise tient à respecter, puisque c'est aussi de ça qu'elle vit. Donc moins 50% en produits finis et moins 50% en carburant vert pour la production de nos besoins en chaleur et électricité. Donc ils sont arrivés finalement à une autonomie énergétique de notre production et à un impact carbone nul. Donc c'est produire finalement des produits effectivement très verts. Parmi ces réalisations justement qui viennent d'être citées, est-ce que chacun peut me dire à peu près quel gain en consommation d'énergie, enfin voilà, chiffrer finalement les gains et économies réalisées qui ont été obtenus, et pourquoi pas d'autres gains également indirects, hein, celui de l'image de l'entreprise, peut-être plus attractive également auprès des jeunes, notamment dans un contexte de pénurie de compétences. Ici, chez Néophore, quelques millions d'euros économisés en coût d'énergie chaque année, et avec une visibilité et une stabilité de moyen à long terme. Donc voilà, des économies claires. Je garde la main. Oui. Alors, c'est toujours un peu difficile ces sujets-là, et puis ils sont parfois un peu confidentiels, mais sur l'exemple précédent, c'est difficile de juger l'économie d'énergie en tant que telle, parce qu'elle est très liée à l'activité du client. Il y a des années fastes où il produit beaucoup, et des années où un peu moins, où il produit moins, donc il consomme moins. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Après, l'un des intérêts qui a fait que ce projet a été mené, c'est cette capacité donc à aller chercher de la chaleur fatale et donc se désolidariser des indices et des énergies fossiles en fait. Et donc, j'ai pas fait le calcul, mais si notre client qui fait les soupes Liebig là, avait dû les faire l'année dernière avec le prix du gaz qu'on a connu, c'est sûr que, en tout cas, vu qu'il l'a fait avec la vapeur fatale qui n'est pas gazeuse, pour le coup, qui n'est pas faite à partir de gaz naturel, pardon, les économies elles doivent se chiffrer en millions d'euros, j'imagine. Mais je n'ai pas fait le calcul. Mais tout ça est très différent. Enfin, tout ça est très. C'était vrai à l'instant T, ça l'est moins aujourd'hui parce que le gaz rechute. Un peu, mais au-delà de l'aspect purement prix, il y a l'aspect sociétal des choses, c'est pouvoir communiquer en disant, voyez, on parle d'économie circulaire, là, les déchets des uns sur une même zone deviennent la matière première d'un autre. Et puis, encore une fois, nos industriels sont toujours en danger quelque part, hein, ils sont en compétition. Et donc là, le fait de pouvoir amener une solution qui pérennise le site, j'ai même dit à une époque, non seulement on va contribuer à pérenniser l'activité de Liebig sur Avignon, mais en plus de ça, physiquement, on leur a accroché un fil à la patte, quoi. Donc, si un jour les actionnaires de Liebig décidaient ou réfléchissaient éventuellement délocaliser, parce qu'on n'est pas à l'abri de ça, il y a quand même une usine qui est physiquement rattachée physiquement à un actif tierce. Donc, ça doit permettre de faire réfléchir avant de faire quoi que ce soit, quoi. Oui, c'est aussi pour ça qu'ils ont du mal à s'engager dans ce genre de projet. Mais une fois qu'ils y sont, c'est clair que on le voit beaucoup, la compétition entre les grands groupes intersites, c'est très importante. Et finalement, c'est les premiers sites qui arrivent à pondre, je dirais, un projet de transformation solide qui prouve que sur le long terme, ça va amener de la résilience, etc. Voilà, une fois que finalement le board signe plusieurs millions d'euros d'investissement, c'est forcément bon signe pour l'activité industrielle. Pour les chiffres, effectivement, c'est confidentiel. Mais bon, en gros, ce qui n'est pas confidentiel sur les aides que propose l'ADEME, c'est les gains CO2. Parce que les gains CO2, c'est ce qu'on contractualise avec eux. C'est-à-dire que s'ils ne font pas ce qu'ils nous avaient vendu, entre guillemets, ils n'auront pas d'aide. Donc voilà, ils auront fait l'investissement, mais sans subvention in fine. Et donc pour prendre l'exemple, dans de l'agroalimentaire, du solaire thermique, je dirais que c'est quelques milliers de tonnes de CO2 par an, à partir de 1000 tonnes de CO2 évitées par an. Sur un projet comme ArcelorMittal, c'est plutôt 600 000 tonnes de CO2 par an évitées. Voilà, vous avez le prix de la tonne de CO2 sur le marché, vous vous doutez des économies annuelles sur les projets. Et sinon, en parlant en pourcentage, la plupart des projets qu'on voit passer, c'est 10% en général
d'économie par projet sur la facture énergétique du site. D'accord. Quand le prix du gaz est stable, là on voit évidemment il rechute, mais on sait tous qu'on est dans une période je perds mes mots, enfin de crise qui ne cesse de se succéder justement, et que évidemment on n'est pas à l'abri d'une hausse de nouveau de gaz ou du coût de l'énergie de manière générale. On va rentrer peut-être un peu plus dans le vif du sujet sur les projets notamment de décarbonation ou d'efficacité énergétique. C'est vrai que les deux sont liés, mais disons que la décarbonation va arriver in fine. Au départ, on est plutôt sur de l'efficacité énergétique. En tout cas, quelles sont les grandes étapes pour une entreprise quand on mène un projet comme celui-ci ? Du coup, je vais me permettre d'être un peu long dans la réponse, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je le disais au tout début, l'investissement, c'est la dernière étape. C'est vraiment, vous le disiez, c'est 4 ans de préparation parfois par projet. Mais nous ce qu'on préconise, et vraiment on milite pour ça au quotidien auprès des industriels, c'est commencer par se structurer. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément aller toquer à la porte d'offreurs de solutions sans avoir de ressources en interne pour suivre le sujet. Sinon, vous avez de grandes chances que ça ne fonctionne pas. Et donc, structurer sa démarche, ça veut dire dédier des ressources humaines sur ces thématiques, former ces personnes ou les personnes qui sont au sein de votre entreprise. Et puis, de manière un peu plus générale, c'est aussi la RSE. Donc, c'est vraiment définir une stratégie pour votre entreprise pour la rendre plus résiliente. La deuxième grande étape, c'est faire des états des lieux. Donc, voilà, une fois que vous avez des gens sur place qui savent de quoi on parle, vous allez faire des audits. Donc, le plus connu, c'est le bilan carbone qui va vous amener voilà où sont toutes vos grandes émissions, et puis ça va vous permettre de prioriser tel sujet par rapport à un autre, et puis voilà, de commencer à faire un planning finalement sur tous ces projets. Et puis tout ce qui est étude d'opportunité, de faisabilité sur les solutions que peuvent vous proposer des bureaux d'études, etc., sur vos postes grands consommateurs. Et donc, une fois que vous avez identifié tout ça, vient le temps vraiment des investissements pour, dans un premier temps, réduire les consommations. Donc, on ne va pas chercher à substituer directement du gaz par de la biomasse ou autre, mais on va d'abord essayer de baisser ses besoins au maximum pour éviter d'acheter une machine qui va être surcapacitaire dans 10 ans, parce que vous vous rendez compte que vous avez 3 vannes à fermer et vous avez moins de vapeur en sortie de chaudière. Et donc tout ça, c'est de la sobriété, c'est l'efficacité. On en a parlé, ça fait partie des leviers de décarbonation. Et puis, donc vous avez la dernière grande étape, c'est le mix énergétique décarboné. Et donc là, rentrent en jeu un petit peu toutes les énergies renouvelables, qui d'ailleurs souvent arrivent en complément d'énergie fossile. Donc on a très souvent un appoint en gaz naturel qui reste sur votre site, ou électrique, c'est encore le mieux. Et puis, quand même un petit mot sur la coopération. Donc voilà, on parlait de discuter avec ses voisins pour voir si la chaleur fatale n'est pas valorisable sur votre site, ou sinon mutualiser une chaudière biomasse, mutualiser un champ de solaire thermique, et vous avez aussi l'effacement électrique qui peut vous rapporter beaucoup, et l'écologie industrielle et territoriale, encore une autre porte que j'ouvre, mais il y a des bons exemples ici avec Picto et Sirius, c'est vraiment un peu aujourd'hui le modèle de coopération entre industriels. D'accord. Christophe, sur ces étapes, qu'est-ce que vous préconisez ? Alors je confirme tout ce que dit Maxime là, sur la démarche. Nous, quand on a un client qui n'est pas très bien structuré, en général, il s'adresse à un opérateur comme nous qui le sommes un peu plus et qui vont l'accompagner justement dans cette démarche. On démarre toujours du besoin, je la fais très simple, mais on démarre toujours du besoin. C'est-à-dire, quel est le besoin client, actuel et futur ? C'est important parce que designer quelque chose sur des besoins actuels, s'ils ne sont pas représentatifs des besoins futurs, c'est un peu dommage. Donc, actuel, futur, quel objectif on se donne ? Et ça se co-construit avec le client. Quel chemin on imagine suivre, et puis à partir de là on va réfléchir à des solutions
Donc on imagine l'arbre des possibles et toutes les solutions envisageables, et puis très vite on écarte celles qui ne sont pas sérieuses, celles qui ne sont pas techniquement réalistes, celles qui ne sont pas économiquement justifiées, et puis on en retient une ou deux, et ensuite on va les approfondir jusqu'à obtenir l'accord et les mettre en œuvre. Et ça prend allez, 24 mois au minimum, et puis 36 ou 48 quand ça va moins vite, quoi. Voilà en gros le process. Après il y a des études, il y a des allers-retours avec le client. Il y a une vérité dans tout ça, c'est que on fait jamais un truc dans notre coin. C'est-à-dire que quand on réfléchit à une solution, quelle que soit d'efficacité énergétique ou de décarbonation, je fais le distinguo entre les deux, moi. Ça se fait en co-construction avec le client par étapes pour être certain qu'on a bien compris le sujet et qu'on est en train de restituer conformément à ce que le client envisage de faire, quoi. Et on avance ainsi. Est-ce qu'il y a quand même une personne à nommer au sein de l'entreprise, un référent énergétique ou un poste qui n'existe pas forcément dans de nombreuses entreprises, mais comment est-ce qu'on mène au sein d'une entreprise industrielle un projet comme celui-ci ? Alors, au sein de l'entreprise, effectivement, il faut des gens qui sont en responsabilité de la démarche. On voit aujourd'hui, alors il y a encore peu, on avait des énergie managers sur les sites, on en a encore d'ailleurs, donc qui sont directement concernés par l'énergie. Et de plus en plus, c'est les très gros notamment, là autour de l'étang, on a des Carbon Reduction Program Leaders, un truc comme ça, à l'anglo-saxonne. Bref, c'est des monsieur référents CO2 sur les sites et qui sont en charge justement d'imaginer les solutions, la carte des solutions pour pouvoir à terme décarboner les sites. Ça, c'est assez nouveau parce qu'il y a encore 2-3 ans, on ne parlait pas de lead CRP. Voilà, c'est le lead CRP, Leader Carbon Reduction Program. Et aujourd'hui, les leads CRP, il commence à y en avoir un peu de partout, là. Voilà. Et c'est important qu'on ait, quand on mène un projet, je laisserai la parole après Maxime, c'est important qu'en face, nous, on ait un vrai référent chez l'industriel. Sinon, très vite, on s'aperçoit que ça ne va pas, quoi. Parce que ce référent, parfois, il n'existe pas en tant que tel. Enfin, le lead CRP, c'est un poste bien à part, mais qu'est-ce que vous conseillez plutôt des gens de la production, des gens de la maintenance, des gens qui ont une vision quand même sur les deux Alors, parce que le point de vue n'est pas du tout le même. Oui, tout à fait. Alors, les leads CRP, on les voit plutôt chez les gros industriels aujourd'hui. Hein. Chez les petits, ils n'existent pas encore. Mais effectivement, ces sujets-là, décarbonation, sont des sujets structurants, stratégiques pour les entreprises. Donc, il faut forcément que la direction de l'entreprise soit dans la confidence à un moment donné, quoi. On ne peut pas avancer, on n'avance pas un projet comme ça comme on avance un projet de maintenance, par exemple. Ce n'est pas les mêmes interlocuteurs, ce n'est pas les mêmes enjeux. Non, oui, c'est ça. C'était le premier bloc, structurer la démarche. Donc, voilà. Honnêtement, c'est la première étape. Et puis ensuite, en fait, toutes les questions. En fait, il n'y a pas de réponse simple à ça. C'est en fait, une fois qu'il y a une personne référente, elle va passer 2 jours en formation. Et puis là, elle va pouvoir diffuser au sein de votre entreprise tout ce qu'elle a appris. Mais c'est pas en 30 minutes d'échange avec des experts que vous allez tout comprendre. Pas du tout. C'est beaucoup plus long. Vous avez parlé, Maxime, de RSE à l'instant. On va aborder le sujet des normes. Est-ce que déjà, quelles sont les normes qui sont normes, référentiels, textes législatifs qui s'imposent à l'entreprise aujourd'hui, puisque là aussi, il y a eu beaucoup de changements réglementaires ces 2 dernières années. Et est-ce qu'il y a des normes également sur lesquelles se référer ? Je vois la réponse de Néophore. Si je la retrouve, qui n'a pas utilisé de normes. Voilà, à cette date, nous n'avons pas utilisé de normes, ce qui manque à notre dispositif. Donc il insiste quand même sur le fait que finalement avoir suivi une norme aurait peut-être pas été une mauvaise idée. Oui, après on peut suivre la méthodologie de la norme sans forcément se faire certifier. On en voit quand même pas mal qui sont dans ce cas-là, surtout pour les entreprises de taille moyenne à petite, où voilà, c'est quand même beaucoup d'argent. Donc pour revenir sur les normes en question, la plus connue c'est l'ISO 50001, donc c'est sur le suivi et le contrôle et l'amélioration continue de la performance énergétique, où là voilà, ça vous impose une structure au sein de votre entreprise avec des personnes référentes, des comptages, des revues annuelles et puis un plan d'action à actualiser sur les postes les plus consommateurs.
Et ensuite, il y a une autre norme qui... alors, j'avoue que j'ai vu plusieurs numéros, donc je ne vous dirai pas lequel. C'est sur le bilan carbone. Donc, il y a une norme sur le bilan carbone qui... enfin, voilà, c'est la même chose. Ça pose le cadre un petit peu sur combien de tonnes de CO2 fait ma consommation de gaz, etc. Et donc, finalement, assez simplement, sans forcément aller chercher... alors, on le conseille et on le subventionne, donc c'est évidemment la première étape, enfin, à prioriser. Mais si vous n'avez pas beaucoup de temps, voilà, il y a quand même beaucoup d'outils base carbone, etc., de l'ADEME ou autres, hein, mais qui vous permettent de faire des premiers bilans et qui vous permettent ensuite de prioriser vraiment vos actions. Ouais, alors je suis pas forcément très à l'aise sur les normes. En fait, je rejoins ce que dit Néophore. Il y a pas On forcément. s'en fiche quoi finalement. Non, on s'en fiche pas. Mais c'est pas tant les normes qui font bouger les lignes. C'est aujourd'hui il y a le marché européen du carbone qui fait bouger les lignes chez les gros consommateurs, ceux qui sont soumis aux quotas. On commence à parler du marché d'adaptation, d'ajustement du carbone aux frontières, qui va être aussi un vrai sujet. Ça arrive. Et puis après, sur les plus petits qui ne le sont pas encore en tout cas, mais on entend parler de taxe carbone. Vous savez, avant les Gilets jaunes, il était question de taxe carbone. Bon, tout ça a été mis sous le tapis, mais on sent bien qu'un jour ou l'autre, les choses vont bouger. Et puis je vous dis, c'est plus la pression des clients, des consommateurs finaux qui commencent à être en attente de quelque chose. Et forcément, ça remonte à ceux qui produisent et qui sont dans l'obligation de commencer également à bouger. Et c'est ça qui fait que la dynamique s'enclenche, je pense. Juste un mot effectivement sur le bilan carbone. Ce qui est intéressant, c'est que ça a un vrai effet domino. C'est-à-dire que, on l'évoquait au début également, c'est en fait quand vous faites un bilan carbone, vous avez vos émissions directes, certes c'est interne à votre entreprise, et puis on vous demande quelles sont vos émissions indirectes. Et les émissions indirectes, c'est quoi ? C'est les émissions de votre fournisseur et la partie transport pour l'acheminer et puis aussi exporter vers votre client. Et tout ça, c'est vos émissions indirectes. Et donc en fait, pour avoir ces réponses, il faut appeler son fournisseur et lui demander quel est votre impact CO2 sur tel produit à la tonne, à l'unité. Et donc forcément, si le fournisseur va lui-même se poser la question, je devrais peut-être en faire un, sinon mon client va changer de fournisseur. Et voilà. Donc c'est un effet quand même très positif, le bilan CO2. D'accord. Je reste peut-être avec vous, on va parler de subventions notamment, et des fameux dossiers, toute cette complexité des dossiers à monter justement pour obtenir des subventions. Déjà, comment s'y retrouver, quelles subventions existent, sans forcément rentrer dans le détail, mais déjà peut-être donner des clés, des outils ou des bonnes pratiques à avoir pour ne pas rater un train en marche et bénéficier de subventions parfois précieuses. Oui, alors j'ai un petit peu répondu à la question tout à l'heure, c'est-à-dire que alors ces 5 dernières années, je pense, avec effectivement les gros budgets de subventions sur la transition, tout le monde a cherché, l'État, les ministères, l'ADEME, la BPI, a cherché à faire un guichet unique. Ça n'a jamais vu le jour parce que c'est juste impossible à faire, parce que vous avez trop de cas particuliers. Et voilà, il faut respecter une réglementation européenne qui nous impose aussi certaines contraintes. Et donc finalement, je retombe sur la structuration au sein de votre entreprise pour former des gens qui peuvent faire de la veille sur ces sujets. Donc après, bien sûr, donc l'ADEME accompagne des industriels personnellement, c'est-à-dire qu'ils nous posent des questions et puis on voit un peu tout le panel et on leur fait un petit peu l'ingénierie financière. Mais pour des plus petites entreprises, c'est plus compliqué. Et après, voilà, il y a des conseillers auprès des CCI, auprès des pôles de compétitivité. Ici, donc on a Cap Énergie qui est très performant sur la région, sur les énergies. Voilà, en fait, il faut aussi aller chercher du conseil auprès des partenaires actuels. Mais une formation, ça reste... Donc c'est la formation Pro-Réféi, en l'occurrence, pour les référents énergie sur site. Et la formation Invest, justement, pour aller chercher des subventions. Donc c'est plutôt orienté vers les directeurs administratifs et financiers. D'accord. Chez Engie, vous orientez aussi, faites un peu d'ingénierie financière, j'imagine que... Oui, bien sûr. Mais question subvention, évidemment, c'est un vrai sujet, parce que tous les projets aujourd'hui en décarbo, s'il n'y a pas à un moment donné une subvention, c'est difficile de les monter. Là, on s'adresse à l'ADEME, qui est un vrai partenaire. Vous allez déjà sur le site de l'ADEME, c'est plutôt bien fait, il y a tous les dispositifs. Alors, il faut prendre le temps de le regarder, mais
il y a tous les dispositifs qui existent. Certains sont récurrents depuis des années, donc on les connaît bien. D'autres sont un peu plus nouveaux, donc ça et d'autres évolue au gré du vent. Mais d'autres sont régionaux aussi. Suivant certaines régions, ouais, on subventionne les panneaux solaires, d'autres non. Ah ouais. Oui, après il y a des spécificités locales, donc il faut être à l'affût de tous ces sujets-là. Donc ça nécessite un peu de veille également, effectivement. Ouais. Mais bon, le point d'entrée numéro 1, quand même, pour faire simple, c'est le site ADEME et puis les interlocuteurs ADEME avec qui on échange beaucoup. C'est comme ça qu'on avance, quoi. Sur les technologies, justement, NG Solutions, on parle de solutions aussi, surtout technologiques. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? En quoi la technologie peut apporter beaucoup, j'imagine, sur l'efficacité énergétique? Ouais, il y a plein de nouveaux sujets qui ressortent là depuis quelques mois, quelques années. Quand je dis vieille technologie, je ne parle pas de la biomasse, ça c'est quelque chose, c'est maîtrisé, mais aujourd'hui on commence à reparler de... Alors, solaire thermique, c'est pareil, c'est des trucs qui ne sont pas récents, mais ça revient, on a des sujets sur la table. On parle de pyrogasification aujourd'hui, des choses qu'on avait un peu mis de côté, et puis ça revient. C'est pas simple, hein. Sur le papier c'est facile, dans les faits c'est un peu plus compliqué, mais il n'empêche qu'on réexamine des projets. Moi j'ai examiné un projet il n'y a pas longtemps, alors HTC en anglais, Hydrothermal Carbonization, c'est pareil, c'est vieux comme le monde, c'est ce que fait la Terre quand elle fabrique du charbon en fait, mais en l'espace de millions d'années, là c'est faire une réaction dans les réacteurs pour transformer notamment des bouts de steppe en biochar, et puis essayer de valoriser ces bouts de steppe à travers de la combustion. Donc il y a plein de technos comme ça qui avaient été un peu oubliés parce que c'était pas forcément mature. Et puis à l'époque, le prix des énergies, on revient souvent à ça, mais le prix des énergies faisait que ça n'avait pas de sens de regarder ça. Aujourd'hui, on les réexamine. Ça va prendre un peu de temps, mais c'est des sujets qui sont sur la table. Il y a tout le carbone capture également qu'on examine. Donc il y a plein de technologies assez prometteuses. Il y a encore 2-3 ans de ça, on n'imaginait même pas qu'on allait rediscuter de ces sujets-là. Hein. Donc ça montre bien quand même l'effervescence de tous ces sujets-là aujourd'hui. Ouais, donc c'est vrai que c'est des nouvelles solutions, donc il faut les analyser. C'est vrai qu'on a la chance d'en avoir de nouvelles qui sortent un peu tous les mois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, si elles n'avaient pas forcément été retenues initialement, il y avait une raison, et c'est souvent l'efficacité. C'est-à-dire que on parle de revalorisation de boue ou de tout ce qui va être process naturel. Donc la croissance d'algues par exemple pour absorber du CO2. Ça marche très bien sur le papier effectivement, mais en fait ça a des rendements très faibles. Et donc si on veut une mise à l'échelle, c'est là que ça bloque en fait. Et donc sur pas mal de technologies c'est le cas. Mais moi j'ai envie d'insister peut-être sur les technologies les plus difficiles à mettre en œuvre. Mais qui coûte le moins cher, c'est finalement alors on peut parler de sobriété, mais c'est surtout tous les projets qui touchent directement au cœur du process. Parce qu'en fait, si on veut vraiment faire une transformation réussie, il ne faut pas forcément aller chercher la technologie qui vous permet de rien changer dans votre process et dans votre entreprise et qui va faire tout le travail à votre place. Ça va coûter cher, il va y avoir des complications. Alors que vraiment faire un travail sur comment adapter mon outil de production aux nouvelles contraintes et aux technologies qui sont, j'ai envie de dire, sobres et qui coûtent pas cher, et ça en vrai c'est une vraie difficulté parce que ça demande finalement à toute l'entreprise de participer. Et voilà, donc c'est pas tant le niveau technologique qui pose problème, mais c'est le côté organisationnel et vraiment embarquer toute l'entreprise dedans. Je vais vous donner un exemple simple, mais c'est produire sur 4 jours au lieu de 5. Il y en a plein des sujets comme ça, quoi. Pour terminer et conclure cette table ronde, peut-être un mot, un message à faire passer et à diffuser à la fois ici aujourd'hui à Martigues et à la fois en vidéo puisque c'est retransmis également sur la chaîne YouTube du CEPEM. Voilà, un message sur ce sujet. Bon, je pense qu'on l'a beaucoup répété, mais c'est l'anticipation. C'est-à-dire que la transition, si pour un industriel, on regarde à quoi ressemblerait l'entreprise en 2050, ça nécessite énormément de transformation pour être résiliente, etc. Et donc, pour ne pas la subir, c'est une phrase qu'on entend souvent, mais pour ne pas la subir, il faut l'anticiper.
et pour vraiment contrôler un petit peu et faire ça de manière la plus soft possible. Et ensuite, voilà, tout ce travail qui est engagé dès maintenant, au plus il sera profond dans l'organisation et la stratégie de l'entreprise, au plus il aura des effets de résilience en fait. Et finalement, peu importe les crises futures, c'est-à-dire que c'est vraiment, on l'a vu, il y a des crises très différentes qui arrivent. Une entreprise résiliente qui dépend le moins possible de l'extérieur, en fait, elle survivra plus facilement que ses concurrentes. D'accord. Pour Neophore, donc l'idée c'est pour une entreprise de maîtriser les 3 composantes, les ressources donc nécessaires à la fabrication, l'énergie et évidemment les ressources humaines. Donc le mot de fin pour Christophe. Ouais, plutôt message d'optimisme. Enfin, je veux dire par là que des fois on l'entend, ouais, on va pas les objectifs pris par la France, on va pas les tenir, etc. Bon, j'en sais rien. Il n'empêche que nous sur le terrain, on voit que les choses bougent, quoi. Il se passe vraiment des trucs. Il y a encore à faire de façon importante, mais il y a vraiment une vague de fond qui est en train de se mettre en place. C'est pas avant on était plutôt sur l'écume des vagues. Là, on sent qu'il y a un truc de fond qui arrive. Bon, après. On aimerait que de temps en temps nos clients prennent davantage de risques, c'est-à-dire osent, même chez nous d'ailleurs, même en interne. Pour terminer, ce qu'on aime à dire, c'est que c'est une vraie opportunité, cette prise de conscience de la nécessité de moins consommer, de décarboner. C'est une vraie opportunité pour révolutionner un petit peu les choses qui n'ont jamais été révolutionnées. Et Maxime le disait, pas simplement autour des process industriels, mais au cœur même, quoi. On peut dire que cette crise est une opportunité, ce qui, on commence à le savoir, ça a été dit pas mal de fois, les crises, l'opportunité, finalement l'une des traductions de crise en langue chinoise, en mandarin. Donc est-ce que c'est vu aussi comme ça finalement ? Ah bah oui, en tout cas chez Engie, on considère qu'effectivement c'est une... De toute façon, on est un peu obligé d'y aller là, je veux dire, ou alors voilà, il va se passer des trucs. Donc quand on a fait ce constat-là, après on se dit on s'oppose plus, on se met dans la dynamique et puis on fait, quoi. Il nous reste quelques minutes pour des questions avant de remercier nos 2 intervenants. Est-ce qu'on a été clair ? Visiblement, vous avez été très très clair. Oui. Merci pour vos interventions. Je reviens sur le sujet de la subvention. Donc, à part les subventions assurées sur le plan des solutions techniques, vous assurez l'ADEME. Donc, est-ce qu'il y a des subventions pour encourager les entreprises sur les 2 premières phases, à savoir la structuration qu'on venait de citer au niveau de la formation et l'organisation, et l'étape de diagnostic, que ce soit pour le bilan carbone ou pour l'optimisation énergétique. Voilà, merci. Oui, alors du coup, tout ce qui n'est pas réglementaire peut être subventionné et aujourd'hui on le subventionne. Et donc effectivement sur la structuration, les ressources RH, alors on peut vous payer certains employés, alors je vais dire une bêtise, mais c'est le volontariat vert il me semble. Et donc c'est pour des gens sortis d'école qui vont être dédiés au développement durable au sein de votre entreprise. Alors c'est pas l'ADEME directement, mais voilà, ça existe même pour engager quelqu'un. Et ensuite, donc sur les formations, oui, en fait, c'est même plus subventionné par l'ADEME, c'est quelque chose de pérenne, c'est subventionné par les C2E. Et donc finalement, c'est un mécanisme privé. Donc Engie participe à la subvention de ces formations indirectement. Donc là, oui, je veux dire, c'est en général autour de 50% d'aide sur ces formations, voire au-delà en fonction des tailles d'entreprise. Et sur le bilan carbone, aujourd'hui, on a un partenariat avec la BPI. Donc c'est pour le diagnostic Décarbone Action. Et donc là, c'est un reste à charge de 4 000 €, il me semble, pour l'entreprise. C'est plus large que juste l'industrie. Et donc c'est 12 jours d'accompagnement sur site d'un cabinet externe pour à la fois faire les bilans des émissions directes et indirectes et de faire la première marche pour aller, via le plan d'action, pour aller vers des investissements. C'est un exemple. Après, effectivement, il y en a beaucoup d'autres.
Donc merci, c'est vrai que j'ai oublié de citer le site de l'ADEME, c'est agirpourlatransition.adem.fr. Mais voilà, ça fait partie des panels. Après, la BPI aussi a pas mal de diagnostics et il me semble même que les ministères ont fait des sites web avec l'ensemble des subventions qui existaient. D'autres questions ? Nous allons donc clore cette table ronde. Merci infiniment de votre présence, la richesse de vos explications. Merci aussi à tous d'être présents et j'espère que cette table ronde vous aura apporté autant qu'à moi en tout cas. Mais voilà. Merci.